La matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Clémence Oudiakova. Et bonjour à vous tous, je vous l'avais promis aujourd'hui, 1er mai, Tocsin est présent et nous sommes là aujourd'hui pour une émission spéciale autour du monde du travail. Évidemment, 1er mai oblige, et cette question autour de l'intelligence artificielle et à quel point cela va modifier notre travail. On en parle tout de suite dans notre corps à corps. Corps à corps. Corps à corps. Et pour ce corps à corps, finalement, comment l'intelligence artificielle va bouleverser le monde du travail. Je suis très heureuse de recevoir 3 invités. Rémi Tel, bonjour. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste, auteur de À l'encre du néant aux éditions du Verbe Haut, et La chute de Prométhée qui vient d'être, qui vient pas d'ailleurs, qui a été réédité il y a peu aux éditions du Verbe Haut. Nous sommes également avec Diego Hidalgo. Bonjour. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Merci pour votre présence également. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris en relations internationales, titulaire d'un master en sociologie de l'Université de Cambridge, fondateur de plusieurs entreprises dans le monde du numérique et surtout auteur de Reprendre le contrôle, 50 pistes pour repenser notre avenir numérique aux éditions FIP, et également Anesthésier, l'humanité sous l'emprise de la technologie. C'est vraiment dans le cœur de notre sujet, toujours aux mêmes éditions FIP. Et puis, pour finir, nous sommes avec Nicolas Blanc. Bonjour Nicolas Blanc. Bonjour Clémence, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du syndicat CFE-CGC en charge du numérique et vous avez notamment suivi le dossier Onclusive. Alors on va en reparler, on va le représenter dans quelques instants puisqu'il est particulièrement parlant justement Onclusive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je le rappelle pour ceux, ça avait fait un peu les titres quand même à l'époque. Ça avait commencé en septembre 2023. Onclusive, c'est l'entreprise qui est la plus grande spécialiste de la veille des médias en France, enfin l'un des plus grands spécialistes, et qui avait annoncé licencier près de la moitié de ses effectifs en France, car ils seront, c'était l'annonce, remplacés par l'intelligence artificielle. Donc on avait un total de 218 postes qui pouvaient être supprimés. C'était ce qui était indiqué à l'époque par le porte-parole de l'entreprise. Alors évidemment, il y avait eu des levées de boucliers syndicales notamment, et nous, on les avait reçus sur Tocsin, et on vous avait également reçu, Nicolas Blanc, pour parler de ce sujet, le sujet d'Onclusive et le sujet plus généralement finalement de ce remplacement de l'homme par l'intelligence artificielle, et jusqu'où ça va pouvoir aller, comment peut-on s'y préparer et comment peut-on aussi éviter un désastre social, évidemment, parce que c'est tout le sujet, c'est replacer l'humain dans notre société. Et Nicolas Blanc, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler cette affaire Onclusive et où on en est aujourd'hui ? Où on en est aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est surtout pour les salariés qui restent, c'est-à-dire que les salariés sont en souffrance, entre guillemets, parce que l'outil donc se déploie, mais nous, c'est ce qu'on avait, l'alerte qui avait été faite il y a 1 an, c'était, alors, vous en parliez rapidement, mais je vais quand même revenir sur le travail qui a été fait par les représentants dans l'entreprise pour justement réduire le nombre de départs. C'est ce qui a été fait. Il y a une expertise qui a été faite pour montrer que l'outil n'allait pas se substituer à l'ensemble des 217 salariés. Finalement, le plan a été revu à la baisse, donc il y a eu toute une phase finalement d'accompagnement. Mais aujourd'hui, voilà, il y a encore beaucoup de difficultés j'étais en contact avec les salariés toujours en poste, parce que ce qu'on avait pressenti sur le fait que l'outil ne pouvait pas se substituer et que c'était pas si c'était si simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire, ça se serait fait avant et de façon plus rapide. Et en fait, au final, tout ce qu'on a mis en avant dans notre expertise en disant attention, les risques pour les salariés et même pour l'entreprise elle-même qui se met en difficulté par rapport à ses clients, on le constate tous les jours. Donc voilà, les points de vigilance qu'on avait mis en avant, et sachant que moi, en tant que secrétaire national, j'avais dit que pour moi, c'est du non-dialogue social, en fait. Parce que quand on vient nous voir pour nous dire, j'avais fait un article qui s'appelait l'IA qui cache la forêt, parce qu'en fait, si vous voulez, l'IA a bon dos dans cette affaire-là, sachant qu'elle représentait une partie de la mise en place. Il y avait aussi beaucoup d'externalisation de l'activité. Il y a aussi des formes d'externalisation de l'emploi vers Madagascar, et j'en passe et des meilleurs. Donc, si vous voulez, c'est aussi l'outil technologique qui est aussi un faire-valoir pour d'autres opérations. Donc voilà, on pourra en parler après. Non, mais déjà, c'est très intéressant les éléments que vous avez donnés, puisque on comprend qu'il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la protection des salariés,
Et puis, il y a le sujet de la protection de l'entreprise. Et vous nous dites que finalement, la mise en place de cette intelligence artificielle, ici, n'a pas été véritablement efficace comme escompté et que elle met en danger comment dire, la qualité du travail de cette entreprise. C'est ça que vous constatez aujourd'hui? Bien sûr, parce que nous, ce qu'on met en place quand on fait une expertise, parce que moi, je suis aussi je suis au partenariat mondial de l'IA sur le futur du travail. Donc, toutes les réflexions de l'IA, on les porte à la CFE-CGC depuis 2017. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un travail de longue haleine. On réfléchit sur le dialogue social technologique. Donc, c'est pour ça que nous, on apporte un dialogue social fourni, mature, pour justement pouvoir accompagner ces mutations technologiques. Par contre, quand c'est de la conduite du changement au pas de charge et qu'on nous dit moins 216 salariés, on enlève les gens et après on voit ce qui se passe. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait d'abord de l'expérimentation, on accompagne, on teste les technologies qui fonctionnent ou pas. D'ailleurs, je me permets, il y a une étude de la BBC qui est sortie qui alerte sur les hallucinations de ces grands modèles de langage. D'ailleurs, Bloomberg, par exemple, est revenu sur certaines activités qu'ils avaient mis en place. Apple a aussi dû faire machine arrière pour des hallucinations, parce que ça pose des C'est problèmes quoi ce que vous juridiques. appelez des hallucinations, pardon? Moi, j'ai un autre nom pour les hallucinations, j'appelle ça des erreurs statistiques, en fait. C'est des modèles statistiques qui, finalement, vont générer des données qui leur paraissent cohérentes, mais qui n'ont qui ne contextualisent pas du tout la réponse, enfin, qui peuvent le faire, il y a des technologies qui le font, mais en tout cas, il y a une mise à l'écart du réel, et du coup, peut y avoir finalement, dans ce qui est annoncé, des erreurs. Et ces erreurs-là, si vous voulez, ça peut être une annonce. Il y avait une annonce, par exemple, que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, que Raphaël Nadal était homosexuel. Il y a quand même une annonce qui a été faite, l'outil a généré ça, et donc c'est sorti, ça devient une news. Voilà, de pouvoir, et donc ça crée, et c'est le problème de ces technologies. D'ailleurs, OpenAI le reconnaît lui-même, les derniers modèles qui sont sortis, les deux, créent encore plus d'hallucinations, ce qui est quand même très problématique. Ça doit être lié, je pense, aux données synthétiques. Enfin, en tout cas, les modèles, ils ont beau être de plus en plus entraînés, ils génèrent encore plus d'erreurs, et qui, pour moi, qui est un problème dans la technologie de façon intrinsèque, quoi. Donc, si je résume, l'une des problématiques, c'est qu'on a un emballement vers la technologie pour la technologie, puis pour certainement l'économie, et on va y revenir dessus, et puis une recherche d'efficacité, parce que parfois on considère que c'est plus efficace cette technologie plutôt que l'homme, mais avec un emballement sans filet de sécurité, et on peut le voir avec ses marches arrière ou avec Inclusive, comme vous le rappelez, Nicolas Blanc. Je vais me tourner vers Diego Hidalgo. Là, on est peut-être moins sur le terrain, Diego Hidalgo, mais vous avez justement analysé tout ça à travers vos ouvrages cités tout à l'heure. Quelle est finalement la prise de conscience qu'on est en train de faire? On le voit avec ce marché du travail, on le voit avec Inclusive, on le voit avec les autres exemples que citait Nicolas Blanc. Finalement, il y a une course en avant vers ce tout IA, vers une recherche d'économie forcément, d'efficacité parfois. Et quel est le bilan déjà qu'on peut faire aujourd'hui sur la situation du marché du travail par rapport à cette intelligence artificielle? Écoutez, merci pour cette question. Je pense que si on prend un petit peu de recul déjà, je pense que n'importe quelle personne qui a fait un peu d'économie connaît le principe de Schumpeter, de la destruction créatrice. Et c'est un principe qui nous dit que à chaque fois qu'il y a une vague d'innovation, il y a notamment des emplois qui sont détruits, mais qui vont être ensuite recréés dans d'autres secteurs, des emplois qu'on verrait pas forcément, qu'on serait même pas susceptible d'imaginer avec notre mentalité d'aujourd'hui, disons. Dans cette vague propulsée par l'IA, la question se pose de savoir si vraiment la destruction qu'on est en train de commencer à observer et qui s'annonce pour les prochaines années surtout, ensuite véritablement être suivie d'une phase créatrice, en l'occurrence d'emploi, ou si la capacité de substitution des technologies qu'on est en train de créer maintenant va être tellement transversale, va être tellement plus profonde, va permettre notamment de remplacer tout un tas de tâches cognitives qui avant n'étaient pas vraiment réalisables par les machines, de telle manière que donc cette phase de création d'emplois qui s'en suivrait n'aurait pas lieu comme cela a été le cas pendant les phases antérieures d'innovation depuis en gros la révolution industrielle. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur les dernières études, alors je pense qu'il faut se méfier énormément de ce genre d'études qui sont parfois assez spéculatives et on a souvent le nez dans le guidon. Mais par exemple, il y a une étude de Goldman Sachs du mois de septembre dernier qui dit que, en gros, il y a seulement 20 à 30% des emplois
où il n'y aurait pas de tâches qui soient vraiment directement substituables par l'IA. Je pense que c'est cette approche par tâche, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, qui prédomine aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, on disait quels emplois sont remplaçables par l'IA et quels emplois ne le sont pas. Oui, En fait, un emploi, c'est un ensemble de tâches à différentes, réaliser. bien sûr. Voilà, et du coup, il y a cette approche de l'OCDE depuis ça fait une dizaine d'années qui prédomine, où on regarde en fait pour chaque emploi les tâches qui sont automatisables et celles qui ne le sont pas. Donc, il y aurait en gros à peu près 60% des emplois où il y aurait où il y aurait entre 25% et 50% des tâches qui seraient automatisables selon cette étude. En gros, si on regarde d'autres études dans l'ensemble, si on les passe en revue, c'est vrai qu'il y a des emplois comme on pourrait citer les techniciens d'IRM, tout ce qui est par exemple dans le domaine médical qui consiste à vraiment analyser de l'imagerie médicale par Oui. exemple, où on voit par exemple qu'il y a vraiment une proportion des tâches très élevée qui est automatisable. Et peut-être pour finir, ce qui est paradoxal, je pense, c'est que jusqu'à il y a quelques années, il y avait cette idée selon laquelle ce qui pouvait, au titre individuel par exemple, nous prémunir contre le fait que notre emploi soit remplacé, soit automatisable. C'était une formation très solide. Donc, on avait l'impression que les métiers à haute teneur intellectuelle, pourrait-on dire, seraient plus préservés de cette vague de remplacement. Mm. Et surtout, depuis l'avènement de l'IA générative, depuis ça fait 2 ou 3 ans, même si on pouvait peut-être le voir arriver avant, on se rend compte comment, si on s'appuie sur ce paradigme de l'efficience comme unique valeur, comme unique boussole pour savoir ce qu'on va faire, aussi bien collectivement qu'individuellement et aussi bien dans le domaine professionnel qui nous occupe aujourd'hui que dans l'ensemble, je pense, des aspects, des facettes de notre vie. Si on repose sur ce paradigme de l'efficience à tout prix, à ce moment-là, c'est vrai qu'on va sûrement voir une déferlante de remplacement d'activités, comme dans le cas que vous venez de citer avant, souvent mal exécutées en plus. Et je pense qu'on peut attaquer ça, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. On peut attaquer ça de plusieurs perspectives, depuis plusieurs, disons, perspectives, que ce soit par exemple, en parlant des hallucinations ou des problèmes que pose cette mise en place, ce déploiement de l'IA, mais je pense aussi sur un plan plus philosophique. D'accord, bon, philosophique, tiens, bah, justement, c'est l'occasion de me tourner vers Rémy Tel. On va revenir sur le concret, évidemment, parce que l'idée, c'est aussi d'être très concret, de comprendre aujourd'hui quels sont les secteurs, les tâches sur lesquelles il peut y avoir ce remplacement, quelles sont celles qui ne risquent rien, quels sont les métiers déjà sinistrés, s'il y en a par cette intelligence artificielle. Toutes ces questions qui sont fondamentales aujourd'hui. Mais philosophiquement, il y a aussi évidemment un sujet, et là, je me tourne vers l'auteur de La chute de Prométhée, Rémy Tel, sur l'homme qui est peu à peu destitué. Oui, alors déjà, il y a un point qui me semble remarquable parmi les exemples qui ont été donnés. Depuis la révolution industrielle, l'innovation technologique frappait plutôt de plein fouet les métiers peu qualifiés. Oui. Du secteur primaire et du secteur secondaire. Aujourd'hui, ça touche les cols blancs, en réalité, plutôt les professions intellectuelles, et l'exemple du début de cette émission le montre. Et vous citiez Goldman Sachs, il y a une note aussi de Goldman Sachs en mars 2023 qui montre que parmi les quelques 300 millions d'emplois, même si effectivement la question de la tâche me paraît aujourd'hui plus importante, qui pourraient être directement remplacés par l'intelligence artificielle, on trouve en réalité une majorité d'emplois intellectuels qualifiés, journalistes, mathématiciens, programmateurs. Et donc ça va changer la donne, y compris sur l'approche collective qu'on a de l'IA. Après, quand vous m'avez proposé cette émission, je réfléchissais à la question de l'aliénation, évidemment, par la technologie, et à celle de l'obsolescence de l'homme, dont on a souvent parlé ici. Et justement, si on prend le sujet du point de vue non pas de l'emploi, mais de la tâche, et vous connaissez mes réticences par rapport à la question même de l'innovation technologique et de l'IA plus particulièrement, on peut se dire qu'après tout, l'IA va
se substituer aux agents économiques dans des tâches qui étaient quand même par nature assez aliénantes, c'est-à-dire dans lesquelles l'humain intervenait sans avoir la maîtrise complète du processus, sans avoir forcément une idée claire de la finalité, parce qu'il allait renseigner des données, par exemple, qui ensuite allaient être utilisées par ailleurs. Oui. Et donc, si on veut être un petit peu positif, et évidemment, je n'oublie pas ce qui vient d'être dit et les Oui. conséquences en termes de perte d'emploi et donc aussi de perte de sens et du rôle que chacun doit trouver dans la société, on peut considérer que dans une certaine mesure, l'IA, d'une certaine façon, libérerait ce que Simone Veil appelait les tâcherons, c'est-à-dire des salariés qui aujourd'hui Ils sont sont qu'un maillon cantonnés à d'une des chaîne. Oui. voilà, exactement, qui sont les maillons d'une chaîne ou qui sont, pour reprendre là le terme de Gunther Anders, des bergers des objets, juste à assister d'une certaine façon, à être les assistants de la machine. Donc on peut aussi le prendre dans un sens positif, parce qu'on aura évidemment l'occasion de revenir sur les aspects plus négatifs Ouais, non, ensuite. mais il faut aborder tous les objets. Alors justement, je me retourne vers Nicolas Blanc, qui lui, justement, Nicolas Blanc, en tant que secrétaire national du syndicat CFE-CGC, vous l'avez dit, vous travaillez depuis très longtemps sur ce sujet. Je pense que vous avez vraiment une vision d'ensemble justement de ces fonctions, des remplacements par l'intelligence artificielle. Euh, quel est votre bilan, votre tableau de la situation? Est-ce que vous entendez ce que dit Rimetel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une partie positive dans l'intelligence artificielle, le fait qu'il y ait des remplacements de fonctions et de tâches qui soient finalement pour le meilleur pour l'homme? Comment vous voyez les choses? Non, mais tout à fait. Moi, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Je pense que l'approche au niveau des tâches, d'ailleurs, a été reprise par une étude de l'OIT, hein. Il y a une étude sur justement l'intensification qui a été faite. En fait, l'arrivée de l'IA générative, finalement, amplifie le remplacement sur ces tâches-là. Donc ça, c'est ce qu'a démontré l'OIT. Et en fait, moi, les études qui m'intéressent, c'est les études qui partent du travail, qui partent vraiment de l'organisation du travail, des tâches. Un emploi, c'est un certain nombre de tâches, etc. Et donc, quand on réfléchit comme ça, si vous voulez, on a une approche qui est vraiment très opérationnelle et qui est très axée sur le travail et qui me semble beaucoup plus pertinente que des approches schumpeteriennes qui vont nous faire des annonces un peu prédictives sur des grands remplacements on a beaucoup de mal à anticiper aujourd'hui. Par contre, je crois beaucoup dans les observatoires de métiers, par exemple, au niveau sectoriel, qui nous permettent de mesurer les impacts sur les différents secteurs. Ça, c'est des approches qui me semblent plus cohérentes. On part du travail, des organisations du travail, et on remonte pour voir les emplois et les tâches qui vont être les plus impactés. Ce travail-là doit être fait aussi au niveau des entreprises par des gestions provisionnelles des parcours professionnels, voilà, je vais le dire de façon plus simple, qui permet d'accompagner ces mutations et de les suivre au fil de l'eau. Il faut beaucoup plus d'agilité aujourd'hui, je pense, dans les entreprises pour pouvoir accompagner ces mutations qui sont plus rapides. Et donc voilà, l'approche, elle se fait plutôt de façon empirique sur les différents métiers. Je me souviens de l'étude, mes collègues doivent connaître, de Frey Osborne, qui annonçait en 2013 que 48% des métiers aux États-Unis, dans les emplois manufacturiers, seraient remplacés. Aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que ça n'a aucun sens. Et les études, d'ailleurs, dont vous faites référence, on peut prendre une étude 6 mois avant qui nous annonçait, qui était très annonçatrice du nombre d'emplois qu'elle allait être détruits. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup au rôle du dialogue social comme catalyseur et finalement pour pouvoir identifier des pratiques. Et on le voit beaucoup sur l'IA générative. L'IA générative, par exemple, quand on posait la question à Sam Altman, à quoi sert ChatGPT, au début, il disait, je sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Ah oui. Et en fait, c'est pour ça que cette approche-là, finalement, très empirique et très, on doit définir des cas d'utilisation et ça doit se faire un peu à l'utilisation. Et ça part vraiment d'une réalité du travail. Et un dernier point qui me semble important, là, on parle beaucoup c'est ce qu'on appelle le travail prescrit, c'est-à-dire le travail, la fiche de poste, etc. L'intelligence humaine, c'est le travail réel. C'est tout ce qu'on met au-dessus, c'est toutes les interactions qu'on a, etc. Et ça, l'intelligence artificielle. Alors, il y a des réflexions, hein, sur une forme aussi d'appropriation de ce travail, de ce travail réel, mais qui est beaucoup plus complexe parce que c'est de l'interaction humaine.
Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ça reste l'intelligence reste un outil. C'est un outil comme un autre qu'il faut socio-technique avec des réalités, une temporalité différente, un accompagnement différent, etc. Mais voilà, moi, je suis assez serein au niveau, en tout cas, si on joue le jeu du dialogue social et du dialogue social technologique, mature, où justement on laisse le temps de réflexion, d'appropriation, voir les outils qui marchent et qui marchent pas. Aujourd'hui, on voit Microsoft Copilot dans les entreprises qui est un outil. Il y a des entreprises qui disent finalement on va l'utiliser, d'autres qui disent ben non, finalement on va pas le prendre. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment cette vision-là qui doit se faire. Après, par contre, il y a des métiers, je pense au journalisme, il y a des métiers qui sont plus impactés, où justement ce dialogue social, il doit être beaucoup plus prégnant, beaucoup plus réactif pour pouvoir accompagner les mutations, parce que sinon c'est à la serpe, c'est à la sauvage. Et c'est justement tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous créez de la défiance, des risques aussi pour l'entreprise. Moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est de dire, il n'y a pas que les Oui, salariés qui sont en risque, il y a aussi l'entreprise et la oui. marque employeur, etc. Vous voyez, Oui. si on peut Et y a-t-il derrière. véritablement une valeur ajoutée finalement à un travail fait par l'intelligence artificielle de l'entreprise? On va garder l'exemple des médias parce que c'est intéressant. C'est vrai que depuis longtemps, et je pense que tout le monde connaît cette expression, quand on dit du bâtonnage de dépêche, c'est vrai qu'avant, on avait des journalistes payés à récupérer la dépêche AFP et la réécrire dans son propre média en changeant plus ou moins, et souvent moins que plus, les termes exacts utilisés par l'AFP, l'agence France Presse. Et donc finalement, c'était un métier très laborieux, en tout cas très idiot dans le sens de la répétition, sans ajouter sa propre réflexion, etc. Aujourd'hui, évidemment, ce bâtonnage peut être fait par intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Puisque finalement, il n'avait déjà pas d'intérêt, ce poste-là, d'une certaine façon. En fait, c'est toute la question. Et vous avez dit un mot important, Nicolas Blanc, vous avez dit le métier qu'on doit préserver, c'est celui du réel, celui qui ne peut pas être pris par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas, pour revenir sur cette dépêche AFP, est-ce que c'est pas aussi finalement la porte, moi aussi je vais être un petit peu optimiste, je vais faire comme Rémi Tel, la porte que nous ouvre d'une certaine façon l'intelligence artificielle de manière forcée, mais au moins elle est ouverte, c'est-à-dire le rappel du réel, ou le fait d'être forcé de revenir à des choses qui sont peut-être plus réelles, plus humaines, qui sont différentes. Nicolas Blanc, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ça, puis Diego Hidalgo. Oui, je me permets. Déjà, je pense que la réflexion elle est intéressante. La notion du journaliste, il y avait déjà un nivellement par le bas. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, c'est du pigisme, en fait. Enfin, vous voyez, donc Oui. déjà, ce qu'on avait appelé les bullshit jobs, en fait, on avait déjà toute une partie de l'activité à forte valeur ajoutée, en fait, qui était déjà partie. Donc, quand vous avez déjà ça, là, la substitution, elle est facile, puisque Mhm. l'emploi, pardon, a déjà perdu Oui. a été phagocyté, a déjà perdu un grand sens de sa valeur. Donc, vous pouvez très facilement substituer les consultants, les PowerPoint, etc. Vous voyez ce que je veux dire, dans les cabinets Mhm. de consultation. C'est la même chose, puisque finalement, on demandait à des juniors uniquement. Donc, tout ce travail-là de nivellement par le bas, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est finalement l'emploi lui-même qui avait déjà été déqualifié. Donc, si vous Mhm. avez ça, si vous si ces emplois à faible valeur ajoutée, pardon, mais vous avez une substitution de 1 à 1, puisque après c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que quand je dis l'IA qui cache la forêt, c'est l'IA qui cache la forêt derrière le sens du travail, derrière, on Oui. parlait de sens philosophique, etc. Bien sûr, hein, puisqu'il y a toute la logique d'aliénation, etc., qu'il y a Mhm. derrière, de désappropriation du travail. C'est pour ça que pour moi, le travail réel, vous en parliez tout à l'heure, c'est la vérité du travail. C'est là Mhm. où se font les choses qui sont enrichissantes, qui sont profondément humaines et sur lesquelles, alors, il y a des logiciels qui réfléchissent sur les interactions. Ce qui est assez rigolo, c'est que même sur ce champ-là, finalement, il y a une réflexion d'appropriation aussi, au sens marxiste. Oui. Non, mais une forme d'appropriation justement de ce travail-là. Donc, il faut, à mon sens, rester vigilant par rapport à ça. Mais ça, c'est une grande compétence humaine. Donc, ne nous leurrons pas. J'entends beaucoup parler des agents IA aujourd'hui qui viendraient se substituer parce qu'ils seraient sur des tâches complexes, etc. Il y aura toujours les mêmes logiques. Il y a des logiques. Il y a aussi une réflexion par rapport à les consommations électriques de tous ces modèles qui doivent falloir quand même Et oui. la soutenabilité de tous ces modèles-là, qui, moi, me semble la question sous-pensée aujourd'hui, qui va Oui. vraiment Tout à voir fait. au niveau des Eh entreprises. oui, parce que Voilà, je l'intelligence laisse artificielle consomme énormément, évidemment, tout ça. Oui.
Vous faites bien de le rappeler. Alors, mais restons sur la question qu'on posait juste avant, sur finalement le fait que ces métiers remplacés par l'intelligence artificielle, qui étaient déjà sous-qualifiés avant même l'arrivée de l'intelligence artificielle, que vous appelez bullshit jobs, sont finalement, qui ont voué être remplacés par l'intelligence artificielle, vont peut-être nous forcer à reprendre des métiers de sens ou des métiers plus ancrés dans le réel. Diego Hidalgo, vous êtes d'accord? Alors, c'est là où, même si je vais essayer de rester sur le travail en tant que tel qui nous occupe aujourd'hui, mais je pense qu'on doit faire un peu, prendre un petit peu de recul et comprendre que cette spirale de délégation de nos facultés à l'IA et à la machine, on pourrait dire de façon plus générale, elle affecte le monde du travail, mais elle promet d'affecter en fait l'ensemble de nos activités humaines. Je pense que si on était dans un modèle où on pouvait vraiment se libérer effectivement de toutes ces tâches répétitives, pénibles, parfois dangereuses, et réinvestir notre temps individuellement et collectivement dans des tâches, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, purement humaines et qui justement permettent de nous réaliser, de nous sentir réalisés, de nous tourner vers les autres, d'être plus heureux. On pourrait dire que c'est merveilleux si on pouvait travailler, au lieu de travailler 8 heures par jour, si on pouvait travailler 3-4 heures par jour et dédier le temps qui nous reste à notre famille, À la à nos lecture, amis, le potager, ouais. à la lecture, à notre potager, comme vous dites, eh bien pourquoi pas. Je pense que si je reviens sur des commentaires qu'on a fait tous les trois, je pense que tous les trois essayons d'être assez nuancés dans notre analyse. C'est vrai que cette IA pourrait nous libérer de tâches répétitives et pénibles et justement qui nous aliènent peut-être davantage qu'elles nous permettent de nous sentir réalisés. Néanmoins, je pense que cette spirale de délégation, telle en plus que nous la promet la Silicon Valley et les autres centres de production technologique, on n'en voit pas vraiment la fin. Et tout ce temps réinvesti, si on regarde sur les 10-15 dernières années, globalement, on l'a très mal réinvesti. C'est-à-dire, par exemple, toutes ces technologies qui promettent de nous faire gagner du temps et d'être dans cette efficacité du moment, en fait, Alors, si on regarde des sondages dans différents pays, ils nous disent qu'ils sentent qu'il manque davantage de temps qu'il y a 10 ou 15 ans. c'est vrai. On pourrait continuer avec une liste de paradoxes comme ça, mais là où je voudrais en venir, c'est que nous n'avons pas très bien réinvesti ce temps potentiellement libéré, notamment parce que toute cette industrie, en même temps, nous propose justement de le réinvestir, à mon sens, assez mal. Oui. Et si on fait une photographie purement factuelle de la société actuellement, on regarde que les niveaux d'anxiété sont extrêmement élevés. Les gens se sentent plus préoccupés de façon générale. Comme on l'a déjà dit, ils sentent qu'il manque de temps, etc. Donc, on est quand même face à un paradoxe. Et je reprends ce que disait Rémi tout à l'heure quand il parlait justement de cette libération des tâches répétitives. Même si on a bien fait, je pense, tous d'insister sur le fait que cette vague d'IA nous fait sortir un peu du paradigme où on pensait que c'était les métiers de col bleu qui étaient vraiment affectés par l'automatisation. On est en train de voir que dans différents exemples qu'on a donnés, des métiers à haute teneur intellectuelle dans la médecine, le journalisme, l'ingénierie, etc., sont susceptibles d'être affectés. Je pense que d'un côté, il ne faut pas sous-estimer le fait que, par exemple, dans le secteur des transports et tout un tas d'autres secteurs où on pensait justement que quand même l'approche physique, la capacité, disons, des humains d'ancrer leur action dans le monde réel allait toujours être nécessaire. Et en fait, on voit que les progrès de la robotique et notamment, par exemple, de la conduite autonome pourraient être tels qu'il y aurait quand même des franges très importantes du travail plus manuel et pas forcément à haute teneur intellectuelle qui serait remplaçable. Mais la question, je pense, de fond, c'est de savoir qu'est-ce qu'un travail intéressant. Je pense qu'en fait, il y a plein d'opportunités dans le monde du travail, sans vouloir les idéaliser, et aussi dans notre vie personnelle, de plein de petites tâches que l'IA, petit à petit, nous propose de remplacer, de petits choix, par exemple, du quotidien. Si on regarde une journée normale, il faut prendre, je sais pas, des centaines de décisions, de savoir comment on va s'habiller, là on va partir quel chemin on va prendre, où est-ce qu'on va dîner, etc., jusqu'à des décisions beaucoup plus importantes, comme par exemple
avec qui on va se marier ou avec qui on va être en couple, on Oui, regarde qu'en fait, de plus en plus, on délègue. tous ces choix sont délégués à des plateformes qui nous orientent, qui nous guident, qui prennent des choix pour nous progressivement, parce qu'elles nous disent, non mais en fait, si on prend, je sais pas, par exemple, le fait de comment s'habiller aujourd'hui, elles nous disent, bon, en fait, ça, c'est pas très intéressant, donc on va le faire pour vous. Donc, on va mettre en place un algorithme qui va vous dire, bah, tiens, habille-toi comme ça, tu vas libérer 2 ou 3 minutes de ton temps. Et on peut quand même se demander si vraiment cette spirale de délégation est extrêmement transversale et s'applique à toutes nos décisions vitales, que ce soit dans le monde non seulement professionnel mais personnel, qu'est-ce qui nous reste en fait? Et de savoir si justement cette efficience devrait être notre seule boussole pour nous guider, nous orienter dans la vie. Oui, alors là, j'étais sur une tournure un peu optimiste. Là, vous nous avez ramené dans le vif des difficultés, on va dire, de cette intelligence artificielle. Et pour résumer ce que vous venez de dire, on se demandait tout à l'heure si, en fait, en désinvestissant des parties ingrates, comme on dirait, ou qui ne stimulent pas le côté humain, justement, et réel de notre environnement, eh bien, on pourrait pas réinvestir dans quelque chose qui a du sens. Moi, je pensais plutôt, en effet, cultiver son jardin ou alors dans un autre métier, mais par exemple revenir à des métiers manuels d'artisanat, enfin bref. Et non, vous nous dites finalement, faites attention à ce biais, puisque on a tendance aujourd'hui plus généralement dans notre situation contemporaine, moderne, de toujours laisser plus de place encore, de se faire toujours plus grignoter finalement par ces tentacules numériques, on va dire. Et je constate en fait empiriquement, c'est-à-dire même Ouais. avant de rentrer dans des spéculations, pour le coup, si on regarde, comme je disais, si on prend une photographie vraiment purement factuelle de la société aujourd'hui, pour le moment, en gros, ce temps qu'on a potentiellement libéré, on le réinvestit dans une étude récente montre que les Français passent 5h28, il me semble, par jour devant des vidéos. Donc à ça, il faudrait ajouter le temps de messagerie, de jeux Ah oui. vidéo, de réseaux sociaux hors vidéo, de numérique professionnel ou dans le domaine de l'éducation, etc. Donc, en fait, juste vraiment empiriquement, le temps libéré dans les 10 dernières années, et Dieu sait qu'il y a un certain nombre de services qui nous ont permis de faire en 2 minutes ce qu'on pouvait faire en 1 heure, eh bien, on l'a réinvesti très mal. Et je Ouais. pense qu'on l'a réinvesti très mal, notamment parce qu'on est invité à être absorbé dans cette spirale numérique qui nous le fait réinvestir très mal. Oui, oui, et on le ressent, je pense qu'on le ressent tous, et que ce que vous dites, ça nous parle tous. On est tous, on est tous débordés, en fait. On n'a plus jamais le temps. Et je crois que c'est vraiment un phénomène assez général. Alors, Rémi Tel, pour répondre justement à ce que dit Diego Hidalgo, et puis après, on va reprendre cette question de manière encore une fois plus concrète avec Nicolas Blanc autour du monde du travail. Et justement, est-ce qu'on est capable de réinvestir ce temps intelligemment? Mais d'abord, Rémi Tel. Alors, 3 petits points en écho à ce qui a été dit et que je partage totalement. Le premier, la convergence entre l'homme et la machine s'est faite dans les 2 sens. C'est-à-dire que la machine peut se substituer à l'homme parce que l'homme a fini par se comporter comme une machine. Donc ça pose effectivement la question de la nature même du travail et de ce qu'on demande aux gens, et donc la question de l'aliénation. Ensuite, sur l'enjeu de la délégation, on peut s'interroger sur la nature effectivement de cette délégation. Est-ce que l'intelligence artificielle est un outil ou est-ce que c'est un agent à part entière qui prend des décisions en réalité à notre place et que nous ne serions pas capables de prendre nous-mêmes? Et alors là, il y a différents sujets qui sont soulevés. Évidemment, celui de la liberté humaine, et Diego Hidalgo prenait l'exemple même le plus typique, celui des choix qu'on fait pour sa vie personnelle et pour sa vie intime. Et puis même plus bassement, une question en termes de fonctionnement économique, parce que ce qu'on rémunère dans une entreprise, dans les services proposés par une entreprise, ce sont les choix qui ont été faits, ce sont les décisions qui ont été prises. Si ces décisions ont été déléguées à une intelligence artificielle, le sens même de la rémunération et de la logique marchande se perd. Et donc effectivement, comme ça avait été dit au départ, la question se pose pas uniquement pour les salariés, pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes et pour leur propre modèle économique. Oui. Et enfin,
effectivement, l'innovation technologique, c'est un système, c'est un tout. Et quand on prend séparément la question du travail, on peut se dire oui, l'IA va nous libérer des tâches les plus aliénantes dans un certain nombre de fonctions. Et en même temps, comme nous évoluons dans ce tout technologique, c'est pour nous laisser le temps d'être absorbés par l'économie, par exemple, de l'attention avec le truchement du numérique. Vous connaissez les travaux de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, qui démontrent que le temps de cerveau libéré par l'innovation technologique, que ce soit par les robots ménagers ou aujourd'hui par l'intelligence artificielle, en fait, a été essentiellement utilisé à capter notre attention par des contenus violents, qui alimentent la conflictualité, les contenus pornographiques, etc. Et donc, effectivement, le temps libéré par l'IA, en réalité, il est libéré pour une autre forme d'asservissement. Et donc là, pour le coup, la perspective n'est pas positive. Oui, c'est ça. On est d'accord, Vital. Nicolas Blanc, revenons justement, vous, à votre étude, à ce que vous avez pu remarquer, à votre analyse de terrain. Est-ce que vous faites ce constat que justement, aujourd'hui, si on peut être un petit peu optimiste en disant que l'intelligence artificielle peut nous permettre d'oublier justement des bullshit jobs, des métiers qui avaient déjà perdu leur sens et de se reconcentrer sur le sens, est-ce que c'est vraiment le cas? Et est-ce que plus généralement, vous voyez finalement une perte dans des métiers, des bullshit jobs, vers quelque chose de positif, ou au contraire, vous le voyez aussi dans quelque chose vers une direction négative? Ce qui est intéressant, c'est la question du temps dégagé, en fait. Donc, ce qui est très paradoxal, donc c'est le paradoxe de la productivité, ou paradoxe de Solow, finalement, qui dit que plus on introduit de la technologie, plus finalement la productivité, en tout cas, elle devrait monter, mais Oui. finalement, elle baisse. Donc, déjà, il y a cette question-là de ce paradoxe qui a été Attendez, aussi... attendez, oui, parce que ça, on va s'arrêter 2 secondes, parce que ça me semble pas évident du tout. Vous venez de dire, plus Non, si on vous voulez, int on n'a jamais ouais, réussi à prouver, pardon, on n'a jamais ouais. réussi à prouver l'introduction des ordinateurs, du numérique au sens large dans les entreprises. On n'a jamais mesuré, il n'y a jamais eu des bonds de productivité extraordinaires. Mmh. Donc ça, si vous voulez, et l'IA générative, et l'IA, alors, de plus en est l'IA générative, et aussi dans ce paradoxe qui finalement fait qu'aujourd'hui, et il y a les travaux de Daron Acemoglu, qui est un ancien prix Nobel d'économie, qui est venu bouleverser les grands cabinets de consulting qui nous annonçaient des gains de productivité extraordinaires. Lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, c'est tellement diffus, si vous voulez, cette technologie-là, et il faut que ça passe par comment dire, c'est plutôt des procédés qui vont se mettre en place. Donc lui, Oui. il dit que la productivité est proche de zéro quand même. Il faut les gains de productivité. Donc moi, je vois plutôt l'avenir comme si vous voulez, ce qu'on appelle une commodité. Bon, il y a des réflexions aujourd'hui qui disent que l'IA deviendra une commodité dans l'entreprise. Enfin, je parle de l'IA générative, c'est-à-dire un outil au quotidien que chacun pourra s'approprier pour certaines tâches qui lui sembleront utiles pour organiser son travail. Et pourquoi j'appelle ça commodité? Commodité au sens où le télétravail devient une commodité dans l'entreprise, finalement une attractivité par rapport à l'emploi qui fait qu'on aura des modalités du travail qui sera, l'IA en sera une nouvelle, enfin l'IA générative qui sera un outil qui permettra sur certaines tâches finalement qui est très compétent. J'ai besoin de faire un résumé, j'ai besoin d'organiser un projet, voilà, vous voyez, un cahier des charges ou des choses comme ça, à mon sens, en tout cas les travaux que je vois arriver par rapport à ça, sont plus dans le sens où ça deviendra une commodité d'entreprise, plus qu'une approche très productive qui va dégager un temps certain. Alors, sur certains, enfin, en tout cas, voilà, l'approche, elle est sur l'IA générative, c'est ce qui se dégage aujourd'hui. Et donc, la réflexion qu'on a eue pendant quelques années de dire qu'est-ce qu'on va faire de ce temps dégagé? Est-ce que finalement, c'est l'emploi augmenté ou l'emploi diminué? Puisque la question, Ouais. elle est là derrière. Finalement, est-ce qu'on est encore, comme disait Rémi tout à l'heure, on se retrouve, enfin voilà, ce temps dégagé, il est à nouveau sollicité sur autre chose, plus de productivité à nouveau, ou finalement ce temps dégagé, comment je me l'approprie? Enfin, moi, je pense que ce débat-là, je me demande s'il va même avoir lieu, au sens où c'est un outil qui, en tout cas sur les gains de productivité sur les emplois, est très compliqué à mesurer aujourd'hui, hein. Et sur les retours sur investissement, c'est un peu la même chose.
Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a une approche assez pragmatique qui doit se faire métier par métier, etc. Mais voilà ma réponse. Oui, mais alors j'ai pas compris sur la question. En tout cas, si on libère du temps, puisque vous avez dit que ce sera un peu tâche par tâche sur certains sujets, ce salarié, par exemple, qui libère son temps, à votre avis, il va aller le libérer sur quelque chose. Est-ce qu'on risque d'être dans un enchaînement, justement, un appel du numérique par le numérique, et en fait, il est libéré par l'intelligence artificielle, mais rappelé pour d'autres tâches de l'intelligence artificielle, ou est-ce que ça va pouvoir permettre de retrouver peut-être un peu plus de sens dans son métier? Par exemple, je sais pas, Nicolas Blanc. La grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'IA clandestine, le shadow AI. C'est aussi une forme de réappropriation par les salariés de l'utilisation de l'IA qui est faite de façon personnelle. Et du coup, moi, je pense plutôt une mutation, ce qu'on appelle le management par objectif. On va peut-être faire évoluer les formes de management, c'est-à-dire finalement, on dit à un salarié, écoute, tu as un objectif, tu as une tâche à effectuer, à atteindre, etc. À toi donc finalement, on re-responsabilise les gens dans les salariés en tout cas sur la tâche qu'ils doivent faire, et libre à eux finalement de faire vous voyez ce que je veux dire, d'organiser leur travail Avec pour l'outil atteindre qui leur... la tâche. Donc il y a une réflexion autour du travail. Moi je vois plutôt une mutation autour du travail, et ça sera, parce que le management à la française, il y a une étude de l'IGAS là, qui est sortie, qui est finalement nous dit qu'on est assez rétrograde finalement sur l'organisation du travail. Donc voilà, ça peut être aussi une façon de repenser le travail, mais cette question-là, aujourd'hui en tout cas, moi je constate pas dans l'entreprise du temps dégagé. J'ai aucun salarié qui me dit, ah ben grâce à l'IA j'ai gagné, je sais pas. Alors voilà, ça reste très diffus, et on a beaucoup de mal finalement après le repenser au niveau d'une organisation de travail, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des utilisations qui restent finalement très personnelles et qui sont très peu normées aujourd'hui. D'accord. Donc on a du mal à dire, écoutez, pour cet emploi-là, on a plus, je sais pas, plus 2 heures de temps dégagé, et une réflexion collective autour de ce temps dégagé, puisque c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus diffus. Voilà, c'est le message que je voulais passer là. D'accord. Alors, Diego Hidalgo, oui, je sais que vous devez partir, donc je vais vous laisser réagir avant de partir sur peut-être ce que vient de dire Nicolas Blanc, puis plus généralement, si vous souhaitez conclure. Oui, tout à fait. Non, enfin, je trouve que les exemples qu'on a donnés sont très intéressants, mais si je reprends un exemple qu'a donné Nicolas Blanc, qui est celui de la capacité de synthèse. Donc aujourd'hui, peut-être qu'après, on peut mettre ça en question, et que le paradoxe de Solow auquel il s'est référé s'y appliquerait. Mais néanmoins, par exemple, l'autre jour, j'étais avec un universitaire, plutôt en fin de carrière, qui me disait, mais c'est quand même merveilleux. Moi, je prends 15 PDF de livres, je les mets sur une plateforme d'IA, et j'obtiens une synthèse en quelques pages de tous ces livres que je n'ai plus à lire. Mm. Et moi, je lui disais, oui, mais enfin, vous êtes en fin de carrière, vous avez déjà lu un certain nombre de livres, Oui. et la capacité de synthèse, c'est une capacité cognitive absolument essentielle, notamment pour évoluer dans le monde professionnel. Ce qu'on est en train de voir, c'est que ce même principe est en train de s'appliquer à des personnes qui sont en âge de formation. Si on regarde, on pouvait montrer là les courbes, que ce soit des études PISA ou autres études Ah qui bah oui, ouais. montrent en gros les capacités des plus jeunes générations, mais aussi chez les adultes. On peut aussi se référer à une étude à laquelle a participé Microsoft elle-même, publiée il y a quelques semaines, qui montre que les adultes qui utilisent l'IA dans leur grande majorité reconnaissent qu'en gros, ils réfléchissent moins quand ils ont recours à l'IA, ce qui peut paraître évident. Mais ce que je veux souligner ici, c'est une espèce de dépendance qu'on développe une fois qu'on utilise des outils d'IA, et notamment, si je reprends cet exemple, qui nous permettent de synthétiser des textes longs. Et donc, je pense que parfois, on a cette illusion de penser que de façon très sélective, on est capable d'utiliser l'IA pour remplir certaines tâches, pendant que nous, par exemple, on irait lire un livre très long qu'on déciderait de lire, et on lui demande de lire ces 15 livres et de nous les résumer. Et donc, on peut dire, c'est génial, j'ai lu 16 livres au lieu d'en lire un seul. Le problème, c'est que souvent, on ne lit pas ce texte plus long. Oui. J'étais avec un grand universitaire aussi américain la semaine dernière, qui, dans une université d'élite, me dit, moi, mes élèves de 20, 22 ans, souvent sont plus capables de lire 2 ou 3 lignes d'un texte complexe de suite, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, ils étaient très bons pour faire cela. Et du coup, je pense que, en conclusion, peut-être, il me venait à l'esprit une espèce de métaphore, qui était de penser que si l'IA, c'est comme une espèce d'ascenseur qui nous permet d'accéder au 207e étage d'une grande tour,
et que l'alternative, ce serait de choisir entre prendre cet ascenseur et monter et descendre les escaliers qu'on devrait faire, qu'on devrait prendre 2 ou 3 fois par jour, c'est vrai qu'en montant et en descendant en prenant la cage à escalier, on passerait presque tout notre temps éveillé et à monter et à descendre. Donc là, on voit vraiment la valeur ajoutée de l'ascenseur. Mais je pense que l'IA est en train de nous mettre des espèces de mini-ascenseurs ou des mini-escalators et des tapis roulants un peu partout dans notre vie qui font que nous externalisons nos facultés, non seulement physiques, mais aussi cognitives et aussi nos choix. Et on sait que quand on délègue une tâche de façon répétée, peu à peu, On la on la perd. perd. Ouais. Et donc, je pense que peut-être en guise de conclusion et pour rapprocher, pour me rapprocher donc du contexte professionnel qui nous occupe aujourd'hui, je pense que pour les entreprises, ça présente aussi un énorme risque. Moi, comme vous savez, j'ai un pied en Espagne et cette semaine, vous savez qu'on a eu une panne Ah oui, on en a d'électricité. parlé. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'elle a eu lieu un lundi. Donc, elle n'a pas eu lieu pendant le week-end. Et du coup, ça nous a mis face à cette espèce de dépendance, notamment dans le monde professionnel. Bon, là, c'était très radical. Je ne sais pas si ça aura lieu de façon fréquente, mais je pense que ça fait beaucoup réfléchir les gens. On sait déjà que quand il y a une panne, parfois de quelques heures de ChatGPT, on a l'impression qu'il y a une partie de l'humanité qui rentre dans une espèce d'apnée cognitive parce qu'ils sont plus capables de réfléchir. Et tout de suite, ils vont sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'est passé. Et même si ce sont des cas exceptionnels, je pense que cette dépendance n'est pas forcément souhaitable, même pour les entreprises, et que dans cette analyse coût-bénéfice et risque-bénéfice que n'importe quelle entreprise, notamment, devrait mener, il faut vraiment prendre en compte le coût de cette dépendance et les risques que représente cette dépendance. Et de la même façon où les pilotes qui, en fait, dans les avions de ligne, peuvent s'appuyer sur des systèmes assez automatisés et en fait, ils pourraient pratiquement ne pas faire grand-chose. Mais on sait que, par exemple, périodiquement, je ne sais plus avec quelle fréquence, ils doivent atterrir manuellement. Ah oui. Et parfois, il y a Pour ne pas perdre justement cette. Voilà, exactement. Et que ce soit dans des scénarios un peu plus spectaculaires comme celui qu'on a vu justement cette semaine en Espagne et au Portugal, ou de façon plus générale, je pense que cette dépendance nous expose, enfin en tout cas met en évidence cette vulnérabilité croissante à mesure qu'on n'est même plus capable de faire quelques pas seul sans s'appuyer sur cette IA ou sur la machine en général. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Est-ce que vous avez encore une minute ou pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, parce que quand vous parlez de pilote, moi, ça m'a fait penser à un exemple vraiment. Je pense qu'il va parler à tout le monde. Là, on quitte un peu le monde du travail, mais tout ça est lié. Parlons du GPS, le fameux GPS qu'on n'avait pas il y a même 10 ans, je pense, qu'on a dans toutes les voitures maintenant. Et moi, il m'arrive de m'étonner d'un chemin donné par le GPS en me disant, mais c'est pas possible, c'est pas du tout le meilleur chemin. Et de céder au GPS en me disant, bon, bah, cette machine doit avoir une raison, et pourtant je suis assez technophobe, mais cette machine doit avoir une raison que je n'ai pas pour qu'on prenne ce chemin-là. Et donc je cède face à une réalité que je connais en plus. Donc c'est vrai que dans l'histoire de la délégation et de la perte de pouvoir et même de connaissances, progressivement se laisser comment dire, imposer par une machine une réalité qu'on connaît a priori mieux. C'est Ouais. quand même problématique. Oui, oui, ça, je pense, c'est ce que Eric Sadin appelle le pouvoir aléthéique de la machine. On confère ce pouvoir à la machine de nous dire la vérité, à tel point que on doute de ses propres capacités Ouais. parce qu'on se dit qu'elle va forcément avoir plus raison que nous. Et bon, là, on pourrait vraiment continuer à parler des heures de ça parce que je pense que, notamment, à mesure qu'on délègue nos choix à la machine, alors là, c'est même sur un exemple trivial, comme celui apparemment trivial, comme celui du GPS. On sait que Google Maps, par exemple, quand il nous guide, il nous montre sur une carte ce qu'il veut nous montrer. On ne sait pas toujours les intérêts que les algorithmes prennent en compte pour nous orienter d'une façon ou d'une autre. Et bien entendu, l'exemple que vous avez donné a une valeur en soi, mais je pense qu'en plus, il est le reflet de ce guidage et de cet autopilote qu'on laisse rentrer dans une grande partie de nos vies. Si je peux me permettre de conclure là-dessus, Bien sûr. Nicolas Blanc faisait référence à Copilot de Microsoft, le programme de Microsoft,
déployé, je pense, depuis 2023. Et on peut se demander, dans un contexte où un copilote commencerait à être plus efficace que le pilote, plus rapide, et aurait de facto le guidon ou le volant entre ses mains la plupart du temps, quel rôle reste-t-il au pilote? Oui. Et je pense que cette illusion d'être un copilote, je ne sais pas dans quelle mesure Microsoft a sciemment, disons, utilisé le mot copilote parce que ça nous donne l'impression d'être toujours le pilote principal, mais quand le copilote nous assiste tout le temps, on peut se demander si c'est pas lui le pilote. Ouais, ouais. Et restons le pilote de notre propre avion. Merci beaucoup, Diego Hidalgo. Je sais que vous devez partir, Merci alors je beaucoup. vous remercie. Et je rappelle vos 2 livres, Reprendre le contrôle, 50 pistes pour repenser notre avenir numérique aux éditions FIP, et Anesthésier, l'humanité sous l'emprise de la technologie, toujours chez FIP. Alors on continue cette discussion. Rémi Tell, vous avez entendu tout ce que dit Diego Hidalgo, et notamment le fait que finalement, progressivement, on perde le pouvoir et finalement, on devienne presque l'objet de la machine. En fait, comment dire, la hiérarchie soit inversée. C'est véritablement un risque. Est-ce qu'on a une part de sûreté aussi face à ça? L'exemple du GPS est vraiment très intéressant Mm. parce qu'on suppose souvent la neutralité décisionnelle de la machine. Or, il n'en est rien. Vous savez par exemple que les algorithmes par lesquels fonctionnent les GPS reposent sur une certaine vision du monde. Le GPS ne vous donne pas, Clémence, vous aviez donc bien raison, le chemin le plus court. Ouais, Il vous donne le chemin le plus optimal, ouais. c'est-à-dire le chemin non seulement qui vous permet d'aller là où vous voulez aller sans y passer trop de temps, mais qui en plus, si les autres prenaient le même chemin que vous, n'engorgerait pas, par exemple, des petites rues Mm. ou autres. Ce qui veut dire que là, on n'est plus simplement en fait, le GPS ne nous répond pas que nous lui avons demandé. Ouais. Et donc, il y a des questions derrière, parce qu'évidemment, là, ça peut sembler assez simple, et puis tout le monde conviendra que c'est plutôt mieux que la technologie évite des engorgements ou autres. Mais très vite, en fait, vous voyez qu'on arrive sur des questions qui sont en réalité éminemment politiques et que pour le coup, cette délégation finit par poser un problème en termes démocratiques ou même de souveraineté. Ouais. Et donc c'est aussi ce qui se joue. Il ne faut pas se tromper sur la nature véritable en réalité de ce que nous propose la technologie. Et pour rebondir sur ce qui a été dit avant, il est certain, vous savez, Jacques Ellul disait qu'il ne fallait pas confondre, par exemple, sur l'affaire des synthèses de documents, la culture et la documentation. Il y aura un arbitrage à faire entre le temps court et le temps plus moyen. Il est très clair que si on nous demande un résumé, mais lorsque les opérations cognitives ne se font pas sur le temps moyen, alors là, ce sont tout un tas de capacités qu'on perd. Et donc notre époque devra arbitrer entre préfère-t-elle l'immédiateté du résultat et de la performance. Et là, la réponse est claire. Aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, l'intelligence artificielle permet d'offrir une réponse qui est quand même plus puissante, ou de conserver des capacités globales qui sont à peu près intactes, voire légèrement améliorées. Enfin, il y a une forme de paradoxe aussi, j'en termine par là, mais on parle beaucoup dans ce moment du fantasme, de ce fantasme, de ce grand rêve de l'humain augmenté. Ouais. L'humain assisté de la technologie, c'est à la fin souvent quand même Diminuer. un humain diminué. Ouais. Oui, ça me fait penser quand vous parlez de l'évolution, évidemment, on repense à Darwin et à tous ces animaux qui ont évolué au fil du temps, la longueur de leur queue qui est en fonction de l'environnement, ou alors la perte des écailles, ou alors, enfin voilà. Et nous, ce serait finalement la perte, la perte des neurones peut-être. Et puis une époque, je sais plus, on avait lu des livres même sur le fait qu'on utilisait quasiment, enfin, on surdéveloppait le pouce et puis on utilisait moins les autres doigts parce que le pouce était très utile avec le téléphone. Bon, on verra en effet quel type d'évolution nous poussons, même si c'est pas à mon avis pour la future génération, mais encore pour les suivantes. Mais ça pose beaucoup de questions, évidemment, tout ce qu'on a soulevé. Nicolas Blanc, je sais pas comment vous réagissez à tout ce qu'on dit justement sur ce monde. Alors, on quitte le
monde du travail pur. Mais tout de même, ça pose beaucoup de questions aussi sur l'humain. Et voilà, quelle est votre réflexion par rapport à ça? Non, non, mais 2 réflexions. Je pense que la première, bon déjà c'est la réflexion, la carte et le territoire, hein. La Oui. carte est déjà une représentation du monde. Donc il y avait déjà cette réflexion-là. Voilà, il y a déjà une influence qui est donnée dans la carte et l'IA, le GPS vient rajouter, voilà, c'est aussi une autre forme, une autre vérité, on va dire ça comme ça, Mmh. une autre vérité qui vient s'imposer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, ce que j'espère que c'est l'esprit critique qui va se redévelopper. Oui. L'importance de l'esprit critique, c'est-à-dire moi ce que je préconise sur l'utilisation de l'outil, c'est pas, de demander à ChatGPT de me fournir, je sais pas, un résumé, un truc comme ça. C'est moi je propose un plan par exemple et j'attends qu'on me challenge sur mon plan. Ça voilà, Mmh. c'est comment on utilise l'outil. Donc c'est finalement redévelopper l'esprit critique. Je pense que, c'est ça qu'on a perdu aussi quand on Mmh. réfléchit par rapport à la formation initiale. Après me la c'est dommage que Diego soit parti parce que la réflexion par rapport au travail, si vous voulez, les comptables font plus de bilan comptable aujourd'hui. On demande pas comme à un pilote, parce qu'on l'a appris à l'école, il y a des choses qu'on apprend et on considère qu'on les connaît encore. Je vous invite à refaire une division. Il y a des fois, on se rappelle plus très bien comment ça Ah marche. oui, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? oui. Des Je choses qui suis bien paraissent placée non, pour le mais c'est vrai, savoir. Oui. qui paraissent très triviales, on le voit quand on refait le devoir avec ses enfants. Mmh. Bon, on se rappelle plus de tout quand même, faut être honnête. Donc voilà, il y a ce côté-là, je trouve, qui fait que, je pense qu'il faut être vigilant et je pense que la 1re des compétences, c'est l'esprit critique finalement. Parce que c'est ce que nous invitent à faire ces outils. Quand vous avez des outils, on appelle ça des hallucinations parce que c'est le côté anthropomorphique, on veut nous faire croire, mais c'est des erreurs. Donc Oui. il faut être très vigilant par rapport à ce que produisent ces outils-là. Il faut qu'on soit justement en capacité, nous, de vérifier, et c'est pour ça que moi je suis très confiant dans l'humain, on appelle ça human in the loop, enfin l'humain qui sera au dernier ressort. Malheureusement, ça se perd, mais c'est pour ça que nous, enfin la capacité humaine de la décision, de la vérification, de l'esprit critique, pour moi reste essentielle. Il faut vraiment que vraiment ça Oui, mais ça vous soit n'avez au pas centre. peur du biais de la machine audite, donc c'est vrai. Regardez même, on parlait tout à l'heure de l'exemple de l'imagerie médicale. Et est-ce qu'un médecin ne peut pas se dire, mais si l'algorithme dit qu'ici il y a un cancer, par exemple, c'est que c'est le cas, ou alors inversement qu'il n'y en a pas. Non, Et... non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire parce qu'il y a une étude, vous savez, il y avait la fameuse étude il y a à peu près, maintenant ça doit faire 8 ans, on annonçait la fin des radiologues. Vous vous Oui. rappelez, Oui, oui, on c'était en avait la beaucoup parlé. radiologie Oui. Mm. va disparaître il y a bon déjà ça, voilà, c'est pour ça que je reviens sur un peu l'étude, nous, un radiologue, qu'est-ce qu'il fait? Un radiologue, l'interprétation médicale, c'est 20 de son temps, 80 c'est de la patientèle, il y a aussi de l'administratif, et cetera. Donc déjà, ça relativise la partie qui est vraiment sur de l'interprétation médicale, de l'imagerie médicale. Par contre, sur ces 20 là, c'est vrai, et il y a une étude, alors on refait beaucoup référence à des études, c'est un peu compliqué, mais une étude canadienne qui est sortie, ça, avec un peu de recul, 5 ans après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que finalement, les radiologues, sur des cas très simples, délèguent à l'IA, c'est vrai, donc des cas très simples, etc. Par contre, sur des cas complexes, ça permet, c'est pour ça le temps dégagé, là, il y a une vraie pertinence, parce que les radiologues peuvent se réunir j'ai envie de dire en conclave, mais peuvent s'organiser, si vous voulez, pour justement réfléchir de façon collégiale sur des cas qui sont très complexes et justement dégager du temps sur des cas complexes où il y a un besoin, c'est la décision humaine qui sera collégiale. Vous voyez ce que je veux dire? La capacité humaine à réfléchir ensemble pour dégager une vérité sur des cas très complexes. Et ça, je crois beaucoup à ça. Oui. Donc voilà, vous voyez, c'est pour ça que, sur des cas on considère et l'ensemble du corps médical considère que des cas très simples, peuvent être avec alors après voilà, c'est aussi à mesurer, mais en tout cas ça c'est une vraie réalité où il y a du temps qui a été dégagé pour s'organiser, là, parce que c'est une organisation du travail qui fait qu'après voilà, le collectif du travail permet de dégager du temps sur des cas complexes ou des problématiques complexes. Oui. Donc c'est pour ça l'esprit critique, toujours la même chose. Finalement, l'esprit critique qui permet donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça va devenir fondamental, à la fois au niveau des formations, la difficulté qu'on a aujourd'hui, on s'aperçoit, on voit beaucoup dans les entreprises, que finalement, c'est la seniorité. On n'a plus besoin de trop de juniors, en fait, parce que les juniors, l'outil peut se substituer, j'en parlais tout à l'heure, peut se Oui. substituer facilement aux juniors. Mais sauf que le junior, avant de devenir expert et senior, il doit passer par cette phase d'apprentissage. D'apprentissage, oui. Et ça, voilà, ça, c'est le risque qu'on voit aujourd'hui, où il faut qu'on reste vigilant sur une délégation. Le risque aussi, la jeune génération, entre guillemets,
prend cette habitude de finalement questionner l'outil et il y a plus ce côté de mentoring ou voilà, d'expérience avec les seniors dans l'entreprise pour ce côté, montée en compétence. Donc ça, c'est un risque. Il y a un risque sur les formations initiales, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, il y a aussi comment on arrive à redévelopper l'esprit critique, Mmh. dans les formations universitaires, dans les formations d'ingénieurs, et cetera. Sortir du domaine, alors c'est ce qu'on a appelé aussi les soft skills, et cetera. C'est comment et tout ce qui est plus comportemental et plus, mais moi, pour ça, je préfère appeler ça esprit critique. Comment finalement ce questionnement de l'outil, on en fait une des valeurs, une des compétences fondamentales aujourd'hui pour rester vigilant. Ça peut être, on peut utiliser l'outil. Ça reste un outil qui peut être très intéressant, sur certains types de tâches. Par contre, je dois vérifier la pertinence. Je dois le corpus, tout à l'heure, on parlait du corpus par rapport à un universitaire, c'est moi qui vais le définir, c'est pas la Mmh. machine qui va me définir. Je dois lire ça, ça et ça. Voilà, c'est un peu comment on Oui, réfléchit. C'est mais il ça, faut là, même vous êtes dans une vision un peu idéaliste, Nicolas Blanc, non? Parce que rappelons tout de même, et comme ça, on boucle la boucle et on finit cette émission sur ouais, cette boucle bouclée. On commençait par Inclusive. Vous parlez d'un monde idéal où tout le monde se dirait, bah, grâce à cette intelligence artificielle, on va développer notre esprit critique et finalement être challengé d'une certaine façon. Très bien. Mais par exemple, Inclusive, c'est absolument pas ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, on va remplacer l'homme par un travail mécanique d'intelligence artificielle. Donc, il y a quand même une distinction à faire entre cette version idéaliste de l'utilisation de l'intelligence artificielle et puis ce qui est fait aujourd'hui par certaines entreprises, par exemple. ah oui, là, je mets l'autre casquette. Oui, Ah, tout à fait. Là, mais là, c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire de croire que la substitution se fait de 1 à 1, ou enfin de même de 1, une IA et 10 personnes, c'est-à-dire que voilà, sans mesure réaliste, et d'accompagnement surtout de la technologie. Donc là, non, là, c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire, pas d'esprit critique, la mise en place de façon sauvage et comment dire? Et dogmatique, en fait. On oui. met on met en place un outil, on dit: «Ça va marcher» et moi j'ai dit à la direction: «Mais moi je vais vous dire l'inverse, ça va pas marcher» et je pense que j'ai plus raison qu'eux. Donc c'est pour ça que ce dans la aujourd'hui, la difficulté qu'on voit, c'est que finalement, ce que nous on avait, intuité, mais démontré aussi, via l'expertise, c'est que la substitution n'était pas si simple que ça, que l'outil devrait être largement amélioré pour pouvoir, être utilisé en l'état et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire une surcharge de travail pour les salariés. Alors là, il y a plus d'esprit critique. Là, j'oublie la partie esprit critique, c'est-à-dire on Ah oui, essaie mais de donc, maintenir à ouais. flot le travail, on met en difficulté l'entreprise. Donc voilà, moi après je ne Oui, peux mais que donc, constater oui. une utilisation sauvage. Ouais. Ah oui, mais donc on est bien d'accord que la version esprit critique, ce serait bien que ça permette de développer, etc. Ce que vous venez de nous dire avant et qui franchement m'enthousiasme parce que moi je suis un peu sceptique sur notre avenir. Euh, j'ai bien peur qu'elle soit oubliée au profit d'une vision générale aujourd'hui qu'a notre société, c'est-à-dire comme disait Rémi Tel tout à l'heure, de l'efficience immédiate, enfin d'une impression en tout cas d'efficience immédiate, d'économie, etc. Et que finalement on se mette au rythme de la machine et que plus personne ne produise quelque chose qualitativement et avec sens. C'est vraiment le questionnement. Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas basculer dans la partie sombre, la partie exemple inclusive, quoi? Bah, écoutez, nous en tout cas, on se bat tous les jours, hein. Voilà, on est Oui, vigilants. C'est pour ça qu'il faut recréer du rapport de force autour de ces questions-là. Il faut en tout cas pouvoir peser au niveau collectif. mmh, C'est-à-dire, bon ça c'est une globale, hein, parce que s'il y avait que ça malheureusement. Mais mais en tout cas, c'est, comment, pour ça j'aime bien quand même l'idée de d'IA clandestine qui fait que, c'est les salariés qui se réapproprient l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc soit les entreprises jouent le jeu et on fait du dialogue social mature, pas du dialogue social où finalement on impose des outils sans réfléchir, et dire: «C'est ça et c'est bien». Non, c'est pas vrai. Ça peut être bien, mais ça peut ne pas l'être. Donc il faut avoir justement, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a des gains de productivité? Comment on les partage? Est-ce qu'on fait des enjeux de négociation collective? Tout ça, c'est aussi, moi je suis très vigilant par rapport à ça. J'ai une vision qui peut être pas idéale, mais en tout cas une réflexion sur comment on améliore le travail, oui. parce que mon but c'est d'améliorer le travail pour les salariés. Par contre, je peux aussi avoir une vision qui est beaucoup plus dure en disant, nous, nous ce qu'on veut c'est une amélioration des qualités de vie au travail et pas une dégradation des conditions de travail. Ce que Bien ce que sûr, vous bah avez ça, dit en oui, oui.
C'est sûr. Donc ça, on est vigilant et surtout si on a des plans sociaux pour nous dire, l'IA, et cetera, ben non. Là, c'est clair que, c'est pas enfin, cette réflexion-là, de toute façon, elle tient pas la route et donc déjà, il faut arriver à le prouver. La charge de la preuve maintenant est côté employeur, c'est-à-dire que c'est à l'employeur de démontrer que la technologie va justement, n'a pas d'impact sur les organisations du travail et si elle en a, il doit nous les présenter. Donc c'est aussi, c'est pour ça que je parlais de dialogue social technologique, c'est aussi à nous à mettre en place les conditions, alors je dis rapport de force, c'est peut-être un peu fort, Ouais. mais en tout cas d'un dialogue social, respectueux. Sinon, ça va passer par du conflit et des contentieux. C'est ce que je Mmh. dis aux employeurs. Ouais. Si on réfléchit ensemble sur la mise en place de ces technologies et c'est un peu la formule, j'aime pas trop la formule gagnant-gagnant, Mmh. mais en tout cas, il y a une vision, respectueuse de la mise en place, ben soit c'est, des contentieux, nous on est contre, la technologie n'est pas diffusée et au final, je suis pas sûr que l'entreprise sorte gagnant de tout ça. Voilà. Allez, le mot de la fin de Rémi Tel pour conclure cette émission. Je rejoins l'appel à l'esprit critique de Nicolas Blanc et au discernement. L'intelligence artificielle peut se faire au service de la culture et être un outil formidable pour que nous progressions en humanité, ou se faire au détriment de la culture. Mmh. Alors évidemment, la pente est glissante parce qu'on Oui. vit dans un monde de l'immédiateté, du souci de la performance immédiate. En même temps, il y a une convergence d'intérêts réels aujourd'hui en faveur de la culture, en faveur du discernement et de l'esprit critique. Parce qu'à nouveau, si on se fait grand remplacer par l'intelligence artificielle, Mmh. alors le sens même de l'offre des entreprises va disparaître. Ah oui, oui. Et elles scierait d'une certaine manière Oui. la branche sur laquelle elles sont elles-mêmes assises. Mmh. Donc, que ce soit côté salarié ou côté entreprise, il faut quand même qu'on mise un peu sur le temps long. Et c'est peut-être d'ailleurs la chance au final que nous offre l'intelligence artificielle, c'est de retrouver ce sens de l'investissement sur le temps long. Bah, espérons en tout cas et merci beaucoup à tous les deux. Nicolas Blanc, je rappelle que vous êtes secrétaire national syndicat CFE-CGC en charge du numérique. Et merci à vous Rémi Tel, fondateur du collectif Peuple Libre, auteur notamment de ce livre La chute de Prométhée aux éditions du Verbeau. Et puis merci encore à Diego Hidalgo qui était avec nous tout à l'heure. Merci à tous les trois. En tout cas, vaste discussion, on l'a compris, le sujet n'est pas terminé malheureusement, mais il nous permet quand même de mieux comprendre aussi les problématiques, les tenants et les aboutissants de ce monde du travail qui va être de toute façon, en bien ou en mal, bouleversé par l'intelligence artificielle. Puis on l'a compris, c'est toute notre vie qui est bouleversée. Voilà pourquoi on avait choisi de faire cette émission thématique aujourd'hui. Merci encore à tous les trois. Et merci à vous tous, chers amis sur Tocsin. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin. Évidemment, faites-le immédiatement si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment notre solution pour garder le lien tous les jours ensemble. Surtout si vous le pouvez aussi, vous mettez un pouce sous cette vidéo. Ça coûte pas bien cher pour le coup. Et puis là aussi, c'est l'intelligence artificielle et des algorithmes. On a besoin de ces algorithmes pour nous soutenir. Et puis, ceux qui veulent nous faire un don, vous savez qu'on ne dépend que de vos dons. Ça nous permet aussi de rester libre. Et donc, vous pouvez nous soutenir sur toxin-media/soutien. Vous pouvez faire un don immédiat ou un don régulier qui nous permet en effet de voir justement l'avenir sur le temps long. Ça aussi, c'est important pour Tocsin, vous le savez. Je vous donne aussi le programme de demain, 7h30. Vous retrouvez comme d'habitude Nicolas Vidal avec un sacré programme demain. Alors, il va revenir sur les élections canadiennes avec Jacinthe Ève Harel. Et puis alors, on a aussi Céline Kléber, c'est un pseudo, qui est haut fonctionnaire Place Beauvau, qui vient vous parler du roman Choc 12 France. Et puis, le scandale Nestlé qui va être révélé par Yasmine Motard-Gémy, qui publie aussi une enquête très choc. Vous allez voir, une enquête chez Robert Laffont. Donc, tout ça demain avec Nicolas Vidal, qui sera bien aux manettes à partir de 7h30. Moi, je vous dis bonne journée, bon 1er mai. Profitez bien et surtout, déconnectez-vous un petit peu des réseaux sociaux après Tocsin pour retrouver le monde réel. À demain, vendredi, avec Nicolas Vidal.